Il est des histoires sombres, des pages méconnues. Ensemble, découvrons comment un prince algérien et sa suite, Abdelkader et les siens, ont été contre leur gré emprisonnés à Amboise entre 1848 et 1852. Ce château qui était alors une presque ruine devint une prison insalubre, honteuse. Et cette histoire ténébreuse, sale, étend encore ses ramifications jusqu'à nous. Abdelkader nous apprend qu'un héros, c'est pas quelqu'un qui ne tombe pas, c'est quelqu'un qui est capable de se relever après être tombé. C'est d'abord Abdelkader le résistant. C'est un modèle positif d'identification. Un grand savant littéraire. Un exemple de la vie humaine, de l'humanité habitée par la présence divine. Je vois un être dont la beauté s'accroît à chacune de nos rencontres. Un saint parmi les princes, un prince parmi les saints. C'était l'homme le plus universel qu'on puisse imaginer. Tous ses interlocuteurs, tous les visiteurs disent c'est un homme calme, pondéré, aimable, affable, modeste, simple. Et c'est donc un message extrêmement moderne. On connaît bien le château d'Amboise, un des joyaux de notre patrimoine dans le Val-de-Loire. Mais sait-on bien qu'avant d'être ce lieu extraordinaire, Amboise a été une prison. D'ailleurs, Louis XIV y a fait interner Nicolas Fouquet, son surintendant des finances. Et au XIXe siècle, Abdelkader, sa famille, une partie de ses fidèles, en tout une centaine de personnes, ont été emprisonnées durant 5 années dans d'effroyables conditions. Alors ensemble, essayons de comprendre cette histoire longtemps occultée. C'est que la France, au début du XIXe siècle, souhaitait prendre pied en Algérie. Et à l'époque, on était loin d'imaginer toutes les conséquences historiques que l'on connaît aujourd'hui. Mais pourquoi l'Algérie ? Toute l'affaire aurait commencé par un coup d'éventail donné le 30 avril 1827 par le dey d'Alger au consul de France, Pierre de Val. Coup d'éventail d'ailleurs peut-être bien jamais reçu. Les choses, bien entendu, sont un peu plus complexes. La France, ruinée par la Révolution, doit se fournir en blé. C'est en Algérie qu'elle le trouve enfin en 1800. Car depuis le XVIe siècle, la production de blé algérienne est réputée et régulière. D'ailleurs, Napoléon Ier, qui rêve que la Méditerranée devienne un lac français, ne songe-t-il pas à soumettre l'Algérie et éteindre ainsi la dette ? Mais ses projets sont contrariés. Pendant que l'empereur cherchait à régler l'Europe à son pas, l'Angleterre faisait de grands progrès économiques, maritimes et industriels. Elle prend donc pied dans tout le contour méditerranéen, comme en Égypte, au Maroc, et sur de nombreuses côtes du monde. Elle devient puissante et incontournable, et, avec ses alliés, elle fait chuter Napoléon Ier en 1815. En France, la monarchie est restaurée. Or, en 1827, le paiement du blé n'a toujours pas été effectué. Charles X, dont les finances ne sont guère brillantes, prétend ne pas reconnaître cette dette qui a été contractée par un régime qu'il ne reconnaît pas, la République. On comprend dès lors l'accès de mauvaise humeur du dey devant tant d'arrogance. De plus, le gouvernement de Charles X est détesté et le peuple gronde. Quelle merveilleuse idée qu'une conquête afin de détourner les esprits chagrins. Et puis, n'est-ce pas aussi le moment d'en profiter ? Le gouvernement du dey d'Alger, mis en place par les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, est affaibli et impopulaire là-bas. En 1827, les troupes sont envoyées et en 1830, le débarquement à Sidi Ferrouche marque la première étape de la conquête de l'Algérie. Bientôt, l'appétit des troupes est sans fond. Méprisant les Algériens, les soldats se distinguent par leur goût de la rapine et du pillage. La terreur règne sur toute la côte. C'est alors que les personnages influents des grandes tribus, les chefs religieux et les chefs militaires, tentent d'organiser une résistance. Plusieurs régions ou des villes comme Constantine s'organisent. Finalement, c'est autour de la personnalité d'Abdelkader que se constitue le mouvement le mieux organisé.
Abdelkader. Mais qui est donc cet homme promis un si riche destin? Ses origines, sa sagesse, sa large vision du monde qu'il a acquise lors de son premier pèlerinage à la Mecque, et par la visite des villes qu'il a traversées, lui donnent une stature politique hors du commun. Stature qui serait même renforcée par des prophéties de bon augure. Il est alors emporté dans le vent de l'histoire. Né en 1808 près de Mascara, Abdelkader Ben Mouhyeddine est un enfant précoce. Il sait lire et écrire à 5 ans et connaît et commente le Coran dès l'âge de 12 ans. Poussé tant par son père que par sa mère, la Lazora, il bénéficie d'une éducation soignée, issue des meilleures traditions des Zaouïas. Il est formé à la pensée soufie, sous l'influence du maître andalou Ibn Arabi. Il y puise, aux côtés d'une grande rigueur religieuse, les ferments de la douceur des mœurs et le respect des préceptes mystiques, celui de Mahomet bien sûr, mais aussi ceux contenus dans les enseignements d'Abraham et de Jésus, ainsi qu'Ibn Arabi l'avait reçu d'une vision du prophète lui-même. C'est donc à l'âge de 24 ans qu'il endosse la lourde responsabilité de mener une guerre de résistance à l'envahisseur colonial. Il entreprend donc de vastes consultations auprès des autres chefs religieux, chefs de tribus et de familles, afin de réaliser une première unité. Il le dit, rien ne me destinait à faire la guerre. Et il n'avait jamais imaginé être un guerrier. Quand le moment est venu des différentes tribus d'organiser une résistance, le choix est allé fatalement vers son père, El Hachmi, qui était plus désigné pour ça, mais il a dit « je suis trop vieux, trouvez quelqu'un d'autre ». Et spontanément, les regards se sont portés vers le jeune Abdelkader, il a 24 ans, et donc il dit « je ne me dérobe pas, c'est un devoir ». D'emblée, il dit que la gloire militaire, c'est pas son truc. Et il dit, j'aimerais bien qu'on trouve l'équivalent, si à l'usage, on pourrait dire, vous trouvez quelqu'un de meilleur, je m'inclinerai et je laisserai la place. L'arabité et son islamité étaient en danger. Donc il a réunifié les tribus en demandant aux gens non pas d'où ils venaient, mais il leur a proposé un combat commun, un projet politique à défendre ensemble. Et c'est pour cette raison qu'il a obtenu d'eux la bay'a, la mubay'a, qui est une forme d'acte d'allégeance qui trouve ses racines dans le Coran, un pacte qui scellait un accord pour un objectif commun. Cet objectif commun, ouvert à tous, sans distinction de culture et de religion, impose un respect strict des accords et des engagements. En cas de manquement, Abdelkader devra même parfois faire respecter les paroles échangées dans le sang. Mais c'est le prix à payer. Parallèlement, il entreprend une vaste réorganisation des forces militaires et politiques. Il prend des contacts auprès de marchands d'armes, anglais surtout, qui voient d'un très bon œil toute entrave à l'action de l'armée française de Louis-Philippe, qui a succédé à Charles X, déposé en 1830 lors de la Révolution de Juillet. Il crée une capitale mobile, tant cité administrative qu'organisation sociale, avec des bibliothèques, des maîtres, des enseignants. C'est la fameuse Smala. Car face à lui, la guerre s'intensifie, toujours plus atroce. L'émir Abdelkader a été l'ennemi le plus indomptable, le plus implacable, le plus fier, le plus chevaleresque d'une armée française. Il était face à ce que Bruno Etienne, un grand spécialiste et admirateur d'Abdelkader, appelle des tueurs. Toute la brochette de Bujoux, Saint-Arme, la Mauricière, Cavaignac, la razzia, la politique de razzia, brûler tout. Les enfumades. Je veux pas être désobligeant et désagréable. Pourtant, quelle idée prémonitoire. Enfumer des populations dans des grottes en y mettant le feu. Nous sommes dans les années 1840. C'est-à-dire que les militaires français de l'époque faisaient peut-être leur métier de militaire, mais on n'était pas obligé de le faire comme ça. C'est
l'éducation par l'exemple, l'émir Abdelkader. Sa personnalité a toujours été d'être au-dessus. Il a écrit, composé un code de bonne conduite à l'égard des prisonniers. Il donne le pouvoir à tout soldat capturé de déposer plainte s'il le souhaite contre son gardien ou son geôlier. Cette véritable préfiguration des conventions de Genève accroît encore le prestige du jeune chef de guerre. Sa réputation de bravoure, d'intrépidité et d'humanité surtout se répand vite. Bientôt, des déserteurs français n'hésitent pas à le rejoindre. La figure d'Abdelkader commence à prendre la forme que l'histoire lui reconnaîtra bientôt, celle d'un des fondateurs de la nation algérienne. En Algérie, cette organisation de la résistance, à mon sens, va servir de lien, de ciment qui va mettre ensemble des régions, des personnages, des unités qui peut-être étaient inscrites dans une autre histoire et dans une autre situation. Il a des dizaines et des dizaines de milliers de gens derrière lui qui le suivent. La fameuse Smala, ce n'est pas le sens péjoratif que lui donnent les ignares, mais c'est une capitale ambulante de 60, 70 000, 100 000 personnes organisées, avec des écoles, avec des administrations, avec des bibliothèques. Il fallait que les enfants continuent à être scolarisés, il fallait que les livres continuent à circuler, et il fallait que les gens continuent à vivre dignement. Il semble qu'une bonne étoile ait veillé sur Abdelkader. Les révoltes contre son autorité, parfois d'une violence inouïe, se sont presque toutes retournées contre ceux qui avaient violé son pacte d'allégeance. À chaque fois, son autorité s'en trouvait renforcée. Cette position le mettait en force pour négocier nombre de traités avec les Français, Bugeaud particulièrement. Mais le traité de Tafna, signé en 1837, qui reconnaissait l'autorité d'Abdelkader, a été source de tels malentendus et de non-respect que les combats ont vite repris. L'expédition française aux portes de fer a scellé le recommencement féroce des combats. Le 16 mai 1843, les troupes du duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, prennent la Smala d'Abdelkader. Cette action, tournée essentiellement vers des hommes, des femmes, des enfants et des serviteurs non combattants, rapporte un énorme butin et fait plus de 3000 prisonniers. Si elle ne marque pas une victoire militaire, incontestablement, elle impressionne les esprits et l'opinion. Des populations se soumettent alors aux Français, des alliances se défont. Lentement, les efforts d'Abdelkader s'épuisent. Sa reddition est malgré tout le fruit d'une série de difficultés militaires. Lorsqu'il voit qu'il est face à un moment où il ne peut rien, il refuse ce suicide de tout ce monde et de son peuple. Pour lui, il n'est pas là pour se battre pour sa gloire personnelle ou sa fierté de je ne sais quoi. Ça veut dire que pour lui, le vrai djihad est ailleurs. Pas le djihad dans le sens galvaudé et imbécile qu'on lui donne aujourd'hui, guerre sainte contre qui, je ne sais pas quoi. Le djihad, c'est celui qu'un musulman mène contre soi-même, pour être plus fort que ses pulsions. Et Abdelkader en donne une illustration formidable. Il refuse le suicide de son peuple pour pouvoir sauvegarder ce qui a été acquis avec lui, cette unité, cette dignité, ce regard du monde entier sur lui. Abdelkader souhaite se rendre dans la dignité afin de ménager l'honneur des siens. Il donne sa parole d'honneur de ne plus reprendre les combats et en garantie, il demande son départ pour Saint-Jean d'Acre ou Alexandrie d'Égypte. Il remet son sabre au duc d'Aumale et des paroles d'honneur sont échangées. Sur le plan des documents, Abdelkader a effectivement négocié une reddition. J'accepte de me rendre, moi et les miens, à la seule condition que les autorités françaises et le roi de France me donnent la possibilité de rejoindre l'Orient, de finir mes jours à la Mecque. Et il y a une nouvelle page qui va se tourner, une période de captivité extrêmement douloureuse qui commence donc, comme vous le savez, donc à la Malle, qui se poursuit quelques mois au château de Pau et qui va finir donc pendant 4 années à Amboise et qui va être une forme
de retraite douloureuse pour le spirituel qu'était Abdelkader, qui va se remettre pleinement en question. Du jour au lendemain, Abdelkader et les siens, sa mère, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses frères et quelques-uns de ses fidèles, en tout une bonne centaine de personnes, sont embarqués sans trop de ménagement. Direction Toulon. Dans les rangs algériens, on ne se doute encore de rien. Mais du point de vue français, ce sont des prisonniers qu'on transfère. Les paroles d'honneur ont été rompues. Toulon, le fort Lamalgue. Les conditions de détention sont épouvantables. Froid, humidité, isolement. Du côté d'Abdelkader et des siens, c'est la stupeur. On veut croire à une méprise. Mais au fil des jours, il apparaît bel et bien qu'il n'en est rien. Devant les risques sanitaires, les décès, les prisonniers sont transférés au château de Pau. Mais l'endroit est jugé trop incertain car proche des frontières espagnoles. On craint un coup d'infiltrés algériens ou anglais pour faire s'échapper Abdelkader. De plus, la sympathie de la population locale, son empathie même, gêne les autorités militaires. Il faut songer à des lieux plus sûrs, d'autant que la situation politique française est instable, explosive. La révolution de 1848 éclate, Louis-Philippe est déposé, contraint à l'exil. J'abdique cette couronne que la voix nationale m'avait appelé à porter en faveur de mon petit-fils, le comte de Paris. Puisse-t-il réussir dans la grande tâche qui lui échoua aujourd'hui. 24 février 1848, Louis-Philippe. Les militaires qui avaient fait preuve de sauvagerie en Afrique du Nord agissent de la même manière contre les révolutionnaires. Sous le commandement de Cavaignac, ministre provisoire de la guerre tout juste rentré d'Algérie, des tueries sont perpétrées pour établir l'ordre. Matez la Révolution. Les politiques de 1848, les intellectuels tels George Sand, Louis Blanc et même un des plus modérés, Alphonse de Lamartine, sont effarés par la violence de ce régime qui tue les siens. L'armée est à son comble, elle est toute puissante. C'est dans ces conditions que l'emprisonnement d'Abdelkader se trouve renforcé. On décide de le transférer à Amboise dans la vieille forteresse jugée plus sûre. En plus, la sécurité est assurée, c'est un éperon rocheux, la Loire a demeure, les conditions d'évasion sont plus difficiles. Et cette décision, d'ailleurs, va créer la perplexité chez Abdelkader et ses compagnons, puisqu'il n'est pas seul, parce qu'il souffre pour lui et pour les autres. En réalité, Abdelkader a été pris dans un piège. Lorsqu'il a quitté l'Algérie, on lui a dit « on va faire relâche à Toulon, avant de t'envoyer à Saint-Jean d'Acre ou Alexandrie d'Égypte, où tu seras libre. » Sur un plan purement politique, on dira qu'il a été victime d'un parjure. La parole donnée est une parole sacrée. Chez nous, dans l'islam, la parole tient lieu d'actes fondamentaux, d'actes conclusifs, d'actes qui engagent. On ne peut pas revenir sur sa parole à moins d'être parjure. Et ça, c'est la plus grande ignominie qui peut entacher l'honneur d'une personne qui revient sur sa parole. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que cette parole n'a pas été tenue parce que l'autorité militaire a pris le dessus sur l'autorité civile. Et Abdelkader dira, ne comptez pas sur moi pour vous délier de votre parole. J'irai jusqu'à ma mort pour que votre déshonneur se perpétue. Commence alors un long voyage par les rivières, les fleuves, les mers, depuis Bordeaux jusque Paimboeuf dans l'estuaire de la Loire. Pour la commodité du voyage, la compagnie est divisée en plusieurs embarcations. En novembre 1848, la ville paisible, prévenue par son maire, lui-même chapitré par le conseil militaire, attend avec des sentiments mêlés la venue des visiteurs. Un formidable élan de sympathie domine, malgré les terribles descriptions véhiculées par une presse à sensation. Vous avez vu sans doute, chez tous les marchands d'estampes, une lithographie qui représente un mulâtre à face cruelle et au regard sanguinaire. Couvert de riches vêtements et de riches armes, vous avez lu en bas Abdelkader. Et dès lors, vous et moi et toute la France, nous nous sommes fait une idée de ce chef arabe.
À Amboise, personne encore ne sait que l'émir et sa suite seront emprisonnés durant 5 années dans d'effroyables conditions physiques et morales et dans un dénuement total. Une garnison de plus de 500 soldats, armés jusqu'aux dents, se relaie nuit et jour. Quand le bateau a accosté, qu'ils étaient une centaine de musulmans. Donc vous imaginez, c'était un peu la nuit, c'était le mois de novembre, il faisait sombre. Toute la foule d'Amboise attendait, alors les gens s'étaient habillés en dimanche. Certains avaient cru bon, mais vous savez comme on est maladroit, certains avaient cru bon de venir et se sont dit, faut-il qu'on mette une robe de chambre, ça ressemble un peu à ce qu'ils portent sûrement. Vous voyez, alors il fallait les retenir de se déguiser. Pour un peu le maire a dû les empêcher de vouloir faire un banquet d'accueil. Vous voyez, parce que c'était tellement nouveau. D'un côté, il y avait la peur, mais sans arrêt, on a ce mot de fascination qui vient. Mais c'était aussi, il faudrait qu'on aille au-delà, c'est être touché par le mystère. Vous voyez, c'est pas seulement le spectacle, parce que c'est différent, c'est mystérieux, c'est l'Orient. L'Orient vient là, à Amboise, où on est avec notre routine de paysans aussi. Et d'un seul coup, l'Orient vient. Alors, ils descendent du bateau, ils sont dans leur burnous, donc enfouis, l'émir blanc, et presque tous dans leur burnous blanc. Et ils ont formé un cercle sous les arbres, les platanes qu'on a au bord de la Loire. Ils ont formé un cercle, et aussitôt, en prière. Et la foule, mais c'est instantané, la foule, elle se recule et au lieu d'un brouhaha, le silence et puis tout est vidé d'un seul coup. Ils sont dans une détresse morale vraiment, pour nous, difficile à imaginer. Le maire a demandé aux Amboisiennes, s'il vous plaît, si vous avez du linge, des draps, des chemises en bon état, apportez ce que vous pouvez. Il faut qu'on puisse accueillir ces personnes au château. Nous n'avons rien. Il faut que tout le monde s'y mette. Eh bien, les Amboisiennes ont cherché, ont remué toutes leurs armoires. Elles sont allées chercher partout. Elles se sont dit, mais on va habiller des princesses d'Orient. Vous voyez, l'émir est un prince. Donc, il y avait ces... vous voyez, même de vous parler, j'en ai la chair de poule presque, parce que vous les imaginez, les petites dames, les petites paysannes d'ici, les petites villageoises, elles ont cherché leurs plus belles chemises pour les princesses d'Orient. 120 personnes dans ce château, des gardes de façon assez importante, et puis la première année, donc l'année 1849 de leur séjour à Amboise, va être une année difficile. Vivre par terre dans un château de la Loire, évidemment, ça n'est pas une bonne chose. Il n'y avait que 2 lits, par exemple. L'émir lui-même avait un lit et sa mère avait un lit. Les autres couchaient sur des nattes dans l'ensemble du château. Et puis aussi, il va y avoir assez rapidement une partie du groupe familial qui va rejoindre l'Algérie. En fait, ces 120 personnes qui vivaient toutes ensemble ici à Amboise, eh bien, évidemment, il pouvait y avoir des conflits familiaux. Quelquefois, ce n'était pas si simple. Et l'émir Abdelkader était des fois un peu agacé par le comportement, en particulier de ses frères aînés. Les conditions de détention dans le château pendant les 4 ans, Amboise, étaient très difficiles, surtout pour les femmes et les enfants. C'était un enfermement strict, ne sortez jamais. Il y avait aussi le château qui était en très mauvais état, très froid, très humide. C'était très, très néfaste pour les enfants surtout. Et puis, on a certainement pu dénombrer quelques cas de rachitisme. Le rachitisme, c'est une carence alimentaire, notamment une carence en vitamine D, qui est chronique. Donc ça témoigne
d'un défaut d'alimentation, défaut d'ensoleillement, donc l'incarcération, on peut penser que les enfants ne sortaient peu. Il ne refusera absolument de sortir en prétendant que quelqu'un qui a été vaincu doit se cacher et ne pas sortir de sa maison. On a affaire à des musulmans, ils ne vont pas manger certaines viandes de porc, mais la confiance, est-ce qu'elle régnait entre le pouvoir public et l'émir Abdelkader? Donc on peut aussi se demander s'il n'y a pas eu aussi de leur part éviction de certains aliments. Donc c'est plutôt l'ensemble de l'apport alimentaire qui doit être mis en cause. Le choléra, c'est là directement lié à l'hygiène. Les conséquences, déjà à l'époque, étaient catastrophiques. C'est épouvantable le choléra. C'est vraiment une maladie tellement physiquement tellement répugnante. C'est très dur. Alors comment faire? On peut dire que l'épidémie a probablement flambé et emmené les plus fragiles entre eux, les enfants, les femmes. L'islam demande que la propreté soit respectée au travers donc, de la prière, au travers de la vie quotidienne. Donc c'est une habitude d'aller au hammam, c'est une habitude de rester propre, de se laver les mains avant de manger. Ce déracinement a fait exploser toutes ces habitudes. Lorsque les médecins et les religieuses ont pu approcher les prisonniers au cours de la détention, c'est surtout de l'humanité, du réconfort qu'ils ont apporté, faute de soins réels, puisque la tuberculose, le choléra étaient alors des maladies incurables en France. Le choléra, toutefois, se soignait en Algérie avec des infusions de plantes, d'armoises sauvages. Dépression, maladie, épidémie même maltraitent la petite communauté prisonnière. Tous semblent démunis tant l'exercice de la médecine est difficile. L'incompréhension touchant aux traditions algériennes, aux coutumes des femmes particulièrement, empêche l'efficacité des soins. Mais la venue d'un autre médecin qui avait connu l'Algérie, secondé de religieuses, améliore soudain le bilan. Puisque la génicée donc, est séparée des hommes, comment faire en sorte qu'un militaire, un médecin français puisse aller ausculter des femmes? C'était quasiment impensable, sur le plan culturel c'était inimaginable. Hormis la mère d'Abdelkader qui avait le médecin, les autres femmes le refusaient. Donc la question, il fallait la régler. Les religieuses ont pu faire cette approche et elles ont donc été acceptées. Les autorités françaises ont décidé d'envoyer auprès des enfants au château des jeunes filles d'origine algérienne, converties et baptisées par les religieuses à Alger. Elles sont arrivées, l'une d'elles, Marie Riahi, qui fut une des maîtresses de l'émir, d'après les chroniques de l'époque d'ailleurs, est enterrée au cimetière communal d'Amboise. Une autre, très connue sous le nom de Marie-Charlotte, parce qu'elle recevait volontiers les visiteurs français, a épousé Si Mohamed Saïd, le frère aîné de l'émir, et dont elle a eu 2 enfants qui sont nés à Amboise. Pour faire face au décès, on songe au cimetière communal. Mais la foule, curieuse le plus souvent, se précipite. L'émir demande alors que les cérémonies, les prières, puissent se faire dans un cadre respectueux et intime. Alors, pour les autres défunts, une permission d'inhumer est accordée au château d'Amboise. Maltraité au fil des ans, ce lieu de mémoire a été restauré dignement en 2003 par Rachid Koraïchi. Dans son tracé hautement symbolique, ce grand artiste reprend le monument mémorial qui avait été élevé par souscription spontanée des Amboisiens et par Napoléon III après le départ de l'émir et des siens. Rachid a travaillé sur cet espace en se référant d'abord à ce qui existait encore, un témoignage, un élément symbolique, c'est-à-dire ce mausolée qui avait été créé, voulu par les Amboisiens, puisque ce sont les Amboisiens qui, par souscription, vont financer l'édification de ce petit monument surmonté d'un croissant. On avait décidé de réfléchir à un projet. Puisque l'émir est parti d'Amboise, aller à Brousse, Constantinople et Damas, l'idée c'est de, comme si je le faisais revenir de Syrie, retrouver ceux qu'il a laissés derrière lui.
C'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que les pierres soient taillées à Damas et à Alep. Donc que les bronzes portant les noms soient faits aussi de la même manière en Syrie, que vraiment ce soit le cadeau de la Syrie qui revient. Il y a un texte coranique qui est tout autour, qui est le même pour tous. D'autant qu'ici, il y a aussi bien des frères, des enfants, donc de l'émir, que ses épouses, que ses domestiques. Donc il n'y a pas du tout de classification par origine sociale ou par hiérarchie. J'ai mis les noms donc, des défunts sur les bronzes. La symbolique, c'est que d'abord, on porte, le nom est porté dessus, et tous les signes au-dessus des bronzes sont différents. L'autre chose, c'est pour permettre à ces gens qui ne sont jamais allés faire le pèlerinage à la Mecque de retrouver leur nom. Quand le soleil bouge, la ombre est portée sur la pierre et elle tourne autour de la pierre, comme les pèlerins font quand ils vont à la Mecque, donc en tournant autour de la Kaaba. Il y a une ligne oblique qui traverse de part en part ce territoire. Elle indique la direction de la Mecque. Il y a 7 cyprès de Florence, donc vous voyez, qui montent comme vers le ciel. La symbolique, c'est le départ de la terre vers le ciel, l'élévation. Tout ce qui est en végétaux, donc j'ai tenu à ce qu'il y ait tout le fond, c'est l'armoise. Donc l'armoise est une plante médicinale très amère qu'on utilise pour les maux d'estomac. Et l'émir l'utilisait beaucoup, aussi bien pour lui-même que pour les chevaux. C'est l'amertume, l'armoise, et c'est tracé par le jasmin, qui est la symbolique de la douceur. L'autre avantage pour moi d'avoir mis celui-là, c'est qu'il y a la tombe de Léonard de Vinci pas loin, donc lié l'émir avec un grand artiste qui, du temps de François Ier, a vécu ici au Clos Lucé et dans ce château qui est enterré à côté. À l'époque, on a le plus grand respect pour l'islam. Il faut bien considérer les choses ainsi. Au XIXe siècle, contrairement à ce qu'on dit, il y a un ferment d'œcuménisme, de respect des religions. On lui permet d'exercer les pratiques de la religion musulmane. On sait, d'après Monseigneur Dupuche, qu'il l'a visité, l'ancien évêque d'Alger, qu'il l'a visité plusieurs fois en Amboise, et qui a en témoignage dans un ouvrage, qu'il pratique le jeûne, qu'il respecte le temps du ramadan et les contraintes également alimentaires. On sait qu'il ne fume pas, on sait bien sûr qu'il ne boit pas d'alcool, on sait qu'il consomme du couscous, le mouton, on sait aussi qu'on lui met à sa disposition le thé et le café et les fruits secs qui sont nécessaires. Dans le château, il y avait un certain nombre de lieux qui avaient trouvé une fonction particulière. On pense en particulier à une tour, la tour dite garçonnée, c'est-à-dire celle qui est à la pointe de l'éperon rocheux sur lequel est bâti le château, et cette tour est identifiée comme étant la tour du muezzin. Et vous savez que l'une des merveilles qu'on a connues à Amboise, c'est d'avoir dans le même ciel, de recevoir dans l'espace du ciel d'Amboise le son des cloches et le son de l'appel à la prière grâce à Boissonnet. Il y a cette idée qu'il y a dans l'épreuve un rituel initiatique. C'est présent chez Abdelkader. Il s'installe dans une tour, recrée les conditions de la méditation, les conditions de ce que nous appelons chez nous une khalwa, c'est-à-dire un lieu d'isolement spirituel, un lieu où il passait ses nuits à prier, il passait ses nuits à penser, à réfléchir, à méditer. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Il voyait un paysage de verdure, d'eau. La chose la plus miraculeuse dans l'islam, c'est la présence de l'eau. La France est un pays de l'eau et un pays des herbes, des pâturages, des animaux, de la richesse que Dieu a donnée à la France. Et il disait, mais pourquoi les Français viennent dans nos sables et dans nos cailloux, chez nous, alors qu'ils ont tout pour être heureux chez eux, ici? Curieux de tout, avide d'ouverture spirituelle, Abdelkader rencontre même des religieux catholiques. Monseigneur Dupuche, qui avait été le premier évêque d'Alger, s'est élevé contre la détention honteuse d'Abdelkader. L'abbé Rabion, curé de Saint-Denis d'Amboise, vraisemblablement initié à la culture arabe, parvient à rencontrer l'émir.
Sans chercher à se contraindre mutuellement dans l'expression de leur foi, ils nouent une solide amitié qui demeurera tout au long de leur vie. Et sur ce sujet, un autre soufi, qui est Ibn Arabi, il disait « Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Nous sommes les ennemis de ce que nous ignorons. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et donc l'important, c'est de se connaître mieux, de se reconnaître, comme disait l'émir Abdelkader. Je ne veux pas connaître l'autre, je veux le reconnaître pour lui faire justice. » Abdelkader a réussi à synthétiser une vie humaine dans l'action, la réflexion, une vie entièrement consacrée, c'est-à-dire, comme l'a dit Hallaj, animée par Dieu. L'émir Abdelkader serait contre tous ces obscurantistes, intégristes, qui donnent de l'islam une image déformée et dans leurs propos qui ne tient finalement nos textes sacrés ne sont qu'un code pénal pour eux. Ils ne voient ça que comme un code pénal, c'est-à-dire c'est licite ou illicite et jamais autre chose. Et donc ils assèchent l'islam qui est avant tout une spiritualité. Et l'émir Abdelkader aujourd'hui leur dirait, mais attendez, l'islam ne doit pas être utilisé comme un objet politique, même pour s'affirmer. Il était rompu à la dialectique islamo-chrétienne, notamment au niveau de la mystique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui rapprochent la mystique musulmane de Ibn Arabi en particulier, et de la mystique chrétienne. Et puis cet homme, il est quand même dans un rapport à l'expression qui est souvent extrêmement symbolique. Et il va choisir en gage d'amitié durable un signe de lumière pour les paroissiens d'Amboise. Et il va choisir d'acheter un lustre, ce lustre qui est au-dessus du chœur, au-dessus de l'autel, dans l'église paroissiale d'Amboise. Et c'est là toute la magie, tout le caractère extrêmement raffiné de l'émir Abdelkader qui se dévoile d'une certaine façon. Et l'émir Abdelkader, c'est un homme qui utilise comme ça beaucoup d'images pour communiquer. Voici maintenant près de 4 années qu'Abdelkader est emprisonné ici. La révolution de 1848 a donné naissance à la Seconde République. Louis-Napoléon Bonaparte, le futur empereur Napoléon III, en est le président élu et s'inquiète du sort réservé aux prisonniers d'Amboise. Attentif aux courants d'opinion nationale et internationale, anglais particulièrement, il songe à mettre fin à cette situation. Mais les militaires restent sur le qui-vive. Le prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte, va former assez vite le projet de venir libérer l'émir Abdelkader. Il ne viendra qu'à la fin de l'année 1852, mais en regardant dans les archives qui sont conservées pieusement aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, on a vu qu'il y avait eu un premier projet de libération de l'émir Abdelkader ici à Amboise. Il vint à passer dans les environs d'Amboise. Une première fois, il rencontre Abdelkader. Il ne peut pas agir parce qu'il y a les ministres qui n'étaient pas spécialement, parce qu'on dit toujours que c'est Napoléon le Petit qui avait les idées étriquées. Je ne crois vraiment pas. C'était plutôt tous ces hauts dignitaires de la République qui étaient complètement obtus. Thiers en tête, d'ailleurs. Et il va falloir attendre qu'il ait les coudées franches, c'est-à-dire 52, pour que, solennellement, ils viennent délivrer Abdelkader. On accepte une certaine facilité de communication à l'extérieur du château, mais toujours sous surveillance. Il visite également d'autres châteaux de la région, sur la rive droite de la Loire. Il visite en calèche, mais suivi bien sûr par les autorités militaires. Avec lui, son serviteur, qui restera toujours son fidèle serviteur, Hamam Mohamed, avec le traducteur, Bulad,
et il se rend à l'invitation des châtelains des environs. Et c'est là donc qu'il découvre la campagne et qu'il commence à rendre visite à ces gens qui lui avaient rendu visite aussi à la même période. On pourrait citer un châtelain, M. Duplessis, qui a laissé un très beau portrait d'Abdelkader et qui l'a invité chez lui, et on sait qu'il s'est rendu auprès d'Abdelkader. On sait que les Villeneuve, le château de Chenonceau, lui font parvenir depuis Chenonceau des fruits, des cadeaux et des fleurs. Et il rend cette invitation. Le livre d'or du château de Chenonceau porte témoignage de ces lignes que l'émir Abdelkader a bien voulu consacrer à cet endroit merveilleux. Louange au Dieu unique. J'ai vu le monde réuni dans ce château. Il est comme un morceau de jardin éternel. Le salut à tous ceux qui prendront connaissance de mon écrit. Et moi, je suis Abdelkader Ben Mahyiddin. Et il est terriblement émouvant de voir qu'un homme qui avait laissé un pays d'une beauté absolue pour connaître les geôles françaises, le froid, une manière d'être traité que seules des personnes qui auraient vraiment commis des crimes méritaient, ce qui était loin d'être son cas. Un homme dont l'élévation morale, spirituelle, l'humanisme au service de la compréhension de l'humain, eh bien cet homme a dû trouver pour la première fois un apaisement dans la contemplation de ce calme, de cette sérénité qui émane naturellement du château de Chenonceau. Dans ses mémoires, le vicomte d'Arlincourt nous rapporte une de ses visites au château de Chaumont-sur-Loire. C'était au mois d'août 1851, il y avait peu de monde à Chaumont et je venais d'y arriver. J'appris qu'on y attendait l'émir et que pour ne pas trop exposer l'illustre captif au regard indiscret d'une foule de curieux, on avait caché soigneusement au pays le jour et l'heure de sa visite. Cependant, malgré les précautions prises, un monde énorme était sur pied le long de la route, au moment où y passait le sultan du désert. Un piquet de garde à cheval galopait autour de sa calèche, un officier français était assis près de lui, et plusieurs bédouins le suivaient. Se livre aussi avec plaisir à ce qui est son sport et sa détente favori, à savoir l'équitation. On sait qu'il se rend de temps en temps faire des visites pour satisfaire cette affection pour le cheval. Il a été, pendant la guerre contre les Français, un cavalier émérite, que les militaires français admiraient par la bravoure, la manière de se comporter à cheval et de combattre. Vous savez qu'à cette époque-là, on est dans la révolution de la vapeur, donc du chemin de fer. Et ce train à vapeur qui passait au moment où Abdelkader et ses hommes escortés étaient en promenade, et ça a provoqué la panique. Du coup, ça avait choqué les compagnons, et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, l'expression arabe utilisée pour parler de cette machine à vapeur, c'était Arabat Shaitan, c'est-à-dire la voiture de Satan. Il va se voir présenter dans le moindre détail par M. Pic-Paris, qui est chef de gare à la gare de Limeray, non loin d'Amboise, qui va lui présenter le fonctionnement de la machine à vapeur. Et donc Abdelkader, toujours avec une certaine noblesse, va écouter dans le silence et remercier avec dignité le chef de gare. Impressionné par cette démonstration, Abdelkader en oublie son chapelet dans un wagon. Mais il ne s'en aperçoit que tardivement, et à ce jour, le précieux souvenir n'a jamais été retrouvé. Enfin, le 16 octobre 1852, alors qu'il prépare les esprits à son accession au trône impérial, Napoléon III fait annoncer officiellement à Abdelkader sa libération. C'est un geste politique fort, par lequel le futur empereur indique qu'en prenant en main le destin de la France, il marque une rupture avec la toute-puissance militaire et compte tenir les paroles anciennement engagées. À Amboise, les prisonniers se reprennent à espérer.
L'empereur vient lui dire, Abdelkader, alors qu'il était dans la plus humble des situations de par précarité de son état, vous êtes libre. On lui offrait tout, la vie, la liberté, la lumière lui était offerte par Napoléon. Alors il dit, j'ai été bien souvent vaincu, j'ai connu bien des vicissitudes, bien des combats, bien des victoires, mais si quelqu'un m'a vaincu, c'est l'empereur Napoléon III. Louange au Dieu unique. J'ai fait la guerre par l'ordre du Dieu très haut et par sa puissance. J'ai aimé par l'ordre de Dieu et par sa puissance. Il n'est pas de chose plus douce que la paix après l'inimitié. Le salut sur celui qui verra cet écrit. Les peintres mettent habilement en scène ce moment, mais il semble, comme en témoigne une gravure parue à Londres, que cette cérémonie se soit faite dans un cadre plus intime. En signe de reconnaissance et non de soumission, Lala Zora, la mère d'Abdelkader, baise la main du souverain, geste qui sera souvent mal interprété. En réalité, Louis-Napoléon Bonaparte ne fait que remplir enfin un engagement qui avait été tenu pendant cette période difficile de la reddition de l'émir. Et c'est pour cela qu'il a tenu à donner cette solennité, cette dignité, et je dirais effectivement pour contribuer à effacer en partie cette tâche. Je crois qu'on ne rend pas suffisamment justice à Napoléon III sur beaucoup de points. L'émir renouvelle sa parole de non-reprise des combats auprès de la résistance algérienne. Il est alors invité à se rendre à Paris, et lors de cérémonies fastueuses, les honneurs lui sont rendus, comme à un chef d'État. Enfin, il pourra partir, suivant ses vœux, rejoindre l'Orient, Brousse en Turquie, puis Damas en Syrie. L'empereur le reçoit en chef d'État. Il le reçoit aux Tuileries, il assiste à toutes les fêtes du Second Empire, il vient à Saint-Cloud, il est honoré. L'empereur fait venir tous les plus grands professeurs d'arabe littéraire de la faculté de Paris qui font à l'émir un grand discours. L'émir regarde l'empereur et lui dit « C'est curieux, je ne comprends pas du tout cette langue. » Il avait donc un humour formidable et il est tellement dans l'intimité de la famille impériale qu'il va aller jusqu'à accompagner l'impératrice à l'ouverture du canal de Suez. Il sera à bord de l'Aigle, traité en prince souverain. Jusqu'à son décès en 1883, sa fidélité aux amitiés amboisiennes, à la famille impériale ou à la France ne sera jamais prise en défaut. Il fera toujours preuve d'une immense sagesse et d'un grand courage, particulièrement à Damas où en 1860, il protège les chrétiens menacés par des fanatiques. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette histoire, de ce riche passé ? Lors de son retour à Amboise, Abdelkader offre au commandant Divot une vue du château avec des mots de fidélité, d'amitié, des sentiments que même l'éloignement ne semble pouvoir effacer. Il y a quelque chose aussi qui peut nous rester de l'émir, et c'est ce qui reste dans le... pas dans l'imagination des Amboisiens, mais dans leurs souvenirs, même le souvenir de certains qu'on peut rencontrer toujours aujourd'hui. Ils peuvent vous dire qu'ils ont entendu leurs grands-parents leur raconter qu'ils voyaient la silhouette de l'émir, donc les dernières années, 51-52, marcher dans les vignes sur les hauteurs d'Amboise derrière le château. Alors avec une petite escorte, mais vous voyez, c'était presque un petit groupe de protection. C'est pour l'accompagner. Et ils ont cette image de l'émir, le burnous blanc, qui s'élargit tout doucement. Dès la seconde moitié du XIXe siècle,
Après le départ d'Abdelkader et des siens, le duc d'Aumale, féru d'histoire, a entrepris de vastes travaux à l'intérieur du château. Ces rénovations, s'appuyant à la fois sur les découvertes archéologiques et le goût de la reconstitution alors en vogue, du néo-gothique au style néo-renaissance, a fait disparaître toutes les traces de ce passé. À tel point que lorsqu'Abdelkader revient dans les lieux, dans les années 1860, c'est dans un chantier empli de planchers provisoires qu'il est accueilli et photographié. À mesure que se déroule l'histoire complexe des liens franco-algériens, que Napoléon III aurait voulu plus égalitaires et cordiaux, la mémoire est plus ou moins occultée. Il faut attendre la fin du XXe siècle et des relations plus apaisées pour que la mémoire des Algériens d'Amboise soit mieux connue, mieux honorée. Et l'émir Abdelkader nous dirait peut-être arrêtez de politiser la religion et tentez de spiritualiser la politique. Merci de nous avoir accompagnés. Il reste bien d'autres sujets à découvrir, j'espère les partager avec vous. À très bientôt dans mon grenier.